Et c'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue sur nos deux antennes. On est face à une situation inédite avec un Rassemblement national au plus haut, 33,9% des voix, un nouveau Front populaire à 28,2%, le camp d'Emmanuel Macron à 22,3%. Et on a un Emmanuel Macron qui joue son va-tout pour empêcher une cohabitation avec Jordan Bardella. C'est ça le premier renseignement ou pas, Franck? Oui, parce qu'en fait, on attendait un triomphe du Rassemblement national et c'est un succès, c'est tout. C'est un succès historique, ça certainement. Il est aux portes du pouvoir, mais il y reste d'une certaine manière. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de majorité absolue en siège. C'est très difficile de faire des prévisions, des projections. C'est sûr que c'est un exercice périlleux, mais on voit pas trop. Et si vous voulez, il y a autre chose, il y a un autre enseignement de ce premier tour, c'est que le nouveau Front populaire est très haut. Très haut. Très haut. Je dirais que c'est un succès pour le Rassemblement national, c'est aussi un succès pour le nouveau Front populaire qui n'a aucune chance d'arriver au pouvoir, mais qui est quand même à un étiage tel qu'il peut envisager des succès à venir, peut-être à la présidentielle. Commençons par le Rassemblement national. On assiste à un tout sauf le Rassemblement national, à la fois du côté d'Emmanuel Macron et du nouveau Front populaire. Mais d'abord, du côté d'Emmanuel Macron. On a un président qui nous disait c'est un parti immigrationniste, en parlant de la France insoumise, et là qui dit que ses candidats vont se désister en faveur de la France insoumise dans certaines circonscriptions. Si vous voulez, le président, on a eu d'abord le président Jupiter, vous vous souvenez, en 2017, quand il a traversé la cour du Louvre, au son de l'hymne à la joie de Beethoven. Et là, on a vraiment un président Gribouille. Et Gribouille, c'est ce personnage de notre imaginaire collectif qui se jette à l'eau parce qu'il pleut, donc il veut pas être mouillé. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que un personnage un peu naïf qui fait, je dirais presque n'importe quoi. Je dis ça très respectueusement. Vous croyez naïf, Emmanuel Macron ? Oui, c'est-à-dire que là, par exemple, franchement, faire cette dissolution à ce moment-là, dans des conditions hallucinantes, c'est-à-dire 3 semaines de campagne, il fallait le trouver, il fallait l'inventer. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il essaie de retrouver, parce que finalement, il n'y a pas le triomphe attendu du Rassemblement national, donc il essaie de se recréer un petit truc. On voit bien avec la gauche anti-LFI, peut-être essayer, mais Roussel a été battu, les communistes, ça ne marche pas si bien. Non, c'est LFI qui est très fort. Et il essaye de refaire quelque chose, parce que, si vous voulez, tout ça va finir. Il y a un petit côté 4ème République là-dedans. Ça sent un peu la cuisine. Vous voyez, hier soir, c'était quand même assez incroyable. La tambouille. C'était la petite tambouille, des petits échanges, etc. Ça ne va pas apparaître, mais enfin, il y a des discussions. Et il pense que comme ça, peut-être, il peut s'en sortir. Mais pourquoi ? Pour se retrouver avec François Hollande comme Premier ministre ? Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas à la fin, si vous voulez, de l'histoire. Moi, je pense qu'on va plutôt vers un système ingouvernable. C'est la célèbre phrase du général de Gaulle. Vous savez, la France est un pays ingouvernable parce qu'il existe 258 variétés de fromage. Et puis, une autre fois, il a dit 365. Et puis, quand on regarde bien, on voit qu'il y en a 2000 ou 3000 variétés de fromage en France. C'est juste incroyable. Et ce côté ingouvernable, je pense qu'on risque de le retrouver dans les prochains mois. Et si vous voulez, il y a quelque chose d'affreux dans cette histoire, parce que ça, il n'a pas dû y penser quand il a dissous. Je crois qu'il n'a pas pensé du tout. Il ne peut pas dissoudre pendant 1 an, là. C'est ça. Donc, mais il paraît qu'il pense déjà à la prochaine dissolution dans 1 an. Mais oui, mais enfin bon, là, on est quand même dans ça devient, comment dire, une bande dessinée, un film comique, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on gouverne pas la France comme ça. Alors, j'ai envie de dire une chose aussi, le fait que le Rassemblement national échappe de peu au pouvoir, c'est pas une si mauvaise nouvelle pour lui. Vous savez pourquoi ? Non, c'est pas tout à fait joué dans une élection. Rien n'est jamais joué, mais c'est l'intuition que j'ai, mais je vais peut-être me tromper, parce que peut-être que les électeurs vont être choqués, par exemple, par la petite tambouille en cours, et vont se dire... Par les consignes de vote, ils vont dire... les consignes de vote, ils n'aiment pas, etc. On n'en veut pas. Mais quand même, ça veut dire que pendant 1 an, s'il n'y a pas de majorité, on va se retrouver dans un truc très bizarre. Alors, il y a l'idée du gouvernement de techniciens aussi. Alors là, on mettrait le général Benoît Pugat, par exemple, qui a un bon profil d'ailleurs, le général, parce qu'il a été chef d'état-major particulier à l'Élysée sous Sarkozy et sous Hollande. On mettrait quoi à Bercy, on mettrait après, on met, je sais pas, Olivier Blanchard, le FMI, parce que le FMI... Et si vous voulez, c'est une bonne nouvelle quand même pour le RN, ce qui se passe, parce qu'au fond, là, la crise de la dette, elle va venir.
Moi, je suis convaincu de ça. Il y a eu la dégradation par Standard & Poor's. Vous avez 2 autres agences de notation qui vont dégrader la note de la France certainement maintenant parce qu'ils attendaient la décision de l'autre, mais c'est Fitch et Moody's. Les marchés financiers vont commencer à faire un petit peu la danse du scalp et les taux d'intérêt vont augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est obligé de donner des gages. Et c'est pas des décisions comme la décision sur l'assurance chômage. Là, c'est un petit peu minable. C'est l'annonce d'hier. Gabriel Attal enterre la réforme de l'assurance chômage. Le décret devait être publié aujourd'hui. Tous les renoncements sont possibles. Ouais, enfin, c'est pas tellement comme ça que je le vois, moi. C'est pas un renoncement, moi je vois, c'est une magouille minable. C'est-à-dire que dans le cadre des discussions avec le nouveau Front Populaire, bon, ils ont un responsable du nouveau Front Populaire qui a dû dire ça. Et comment dire, c'est pas du niveau, comment dire, d'un vrai pouvoir, quoi. Il y a quelque chose qui, vous voyez, on est vraiment descendu assez bas là. On est descendu assez bas. On a une estimation entre 285 315 triangulaires. Il n'y avait eu que 8 triangulaires en 2022. C'est vraiment l'enjeu de ce second tour. Mais s'il y a des accords d'appareil, on voit qu'il y a déjà 2 ministres qui se sont désistés, Marie Guévenoux et Sabrina Agresti-Roubache à Marseille. Ça pourrait fondre comme neige au soleil, ce nombre de triangulaires. Ah oui, bien sûr. Pour amener au barrage contre le RN. Parce que ça discute. Ça, c'est sûr. Et puis peut-être que Attal va abandonner d'autres réformes, mais je ne crois pas qu'il y en ait tellement en cours. Mais vous voyez, pour complaire au nouveau Front Populaire, qui est quand même un peu l'autre gagnant, hein, parce que je crois qu'il faut le dire quand même, c'est un succès du Rassemblement National, ça c'est absolument indéniable, mais vous avez un deuxième succès qui est celui du nouveau Front Populaire, qui malgré ses divisions, malgré, comment dire, la présence d'un groupe antisémite fort, enfin, il y a de nombreux députés qui sont vraiment des antisémites caractérisés, ce qui est quand même assez bizarre, ça rappelle... Je suis désolé, comment dire, les années noires, les 1930, etc. Moi, j'ai travaillé pour un roman sur la montée du nazisme il y a quelques années, et quand même, je vois, tout le monde a laissé faire à l'époque. Il y avait une grande indolence, une grande mollesse par rapport à ça, et c'est ce qu'on constate. Le président de la République lui-même, il prendrait bien aussi les voix de ces antisémites qui sont quand même, excusez-moi, non, mais quand on voit ce qui se passe hier soir avec Jean-Luc Mélenchon qui a fait un discours formidable, parce que lui c'est le patron, hein, c'est clair. C'est lui le patron du nouveau Front Populaire. Ouais, c'est indéniable. Mais là, il est là, il se pose là, c'est le prochain candidat à la présidence, vous verrez qu'il fera un bon score, il sera peut-être au 2e tour. C'est pas la fin de Jean-Luc Mélenchon pour vous. Pas du tout, mais ça c'est des trucs de journalistes. Non, si vous voulez pas vous tromper, Laurence Ferrari, moi je dis ça toujours. N'écoutez pas les journalistes, n'écoutez pas la petite musique médiatique, ils se trompent toujours. Hein, ils vont toujours sur les mauvais candidats, les gens consensuels, etc. Mélenchon, il a une stratégie. Le socle est antisémite, hein, islamiste, etc. Après, on agglomère. Et à l'arrivée, vous verrez, il sera peut-être au second tour de l'élection présidentielle. Et hier soir, là, qu'est-ce qu'il y avait à côté de lui? Il y avait Rima Hassan avec son kéfier. C'est-à-dire c'est toujours la gazaouisation de la politique. Et ça, c'est très intéressant. Ça en dit très long. Si vous voulez, nous, on laisse faire, je veux dire, c'est pas très important. Les Allemands, vous me direz, il y a eu la Shoah, hein, quand même en Allemagne, les camps d'extermination, etc. Mais vous avez vu la nouvelle règle maintenant pour les nouveaux immigrés. Pour obtenir la nationalité, il faudra dire, bah oui, je suis pour l'existence d'Israël, et puis je ne suis pas antisémite. Bon, là, si on faisait passer cet examen de passage-là à certains candidats LFI, je ne sais pas quels seraient les résultats. Hein, j'aime mieux pas savoir. Donc pour vous, c'est quand même ce score du nouveau Front Populaire qui vous intéresse. Vous dites même que François Hollande pourrait être, à la faveur de ces magouilles, être désigné Premier ministre. Non, parce que ça, c'est une blague. Ah bon. C'est une blague parce que c'est... Rassurez-nous. Bon, Macron l'a trahi, on sait très bien les relations qu'il y a entre eux. On imagine mal le face-à-face. Je pense que Macron fera tout pour ne pas retrouver François Hollande. Et François Hollande, il arrive là quand même avec, comment dire, à mon avis, une volonté de vengeance. Hein. Il vient pour régler quelques comptes. Olivier Faure dans un premier temps et Mélenchon dans un deuxième. Donc l'histoire n'est pas finie. Tout ça, ça va être très intéressant à suivre. Un tout petit mot des Républicains qui recueillent à peu près 10% des voix. Ils n'ont pas donné de consigne de vote. Hein. C'est pas si mal. Sans doute. Mais ils ne donnent pas de consigne de vote. Comment vous analysez cela? Je trouve que on a le sentiment que c'est un parti qui redevient un petit peu gaullien, si vous voulez. Il est seul. Vous voyez, d'ailleurs, Laurent Wauquiez a obtenu un bon résultat. Je pense qu'il est bien parti pour l'emporter. Mais enfin, c'est un peu seul contre tous. Ils sont un peu tous comme ça dans cette position. Et c'est pas mal. C'est une position d'attente. Hein. On verra plus tard. Mais pour savoir où le vent tourne. Ils sont pas finis.
Non, c'est pas ça. Non. C'est qu'au contraire, ils sont seuls sur leur Aventin. C'est ça qui est assez étrange. Dans une période de magouille, je parle plutôt entre les macronistes et le nouveau Front populaire, eh ben, eux, ils sont un petit peu en dehors de tout ça. On a parlé du Rassemblement national. Est-ce que ce scrutin marque l'ancrage très fort dans la ruralité, dans les régions du Rassemblement national à vos yeux? Et est-ce qu'il sera durable? Bon, évidemment, c'est durable, ils sont en train de s'installer. Attendez, là, c'est pour ça que je dis que c'est pas une si mauvaise affaire pour eux, parce que arriver en pleine crise de la dette, c'était pas forcément génial. Là, c'est Macron qui va la payer. De toute façon, c'était un peu le résultat de sa politique. Mais là pour eux, on voit très bien que c'est une bonne préparation pour l'élection présidentielle, à moins qu'il y ait une dissolution dans un an, et puis une encore dans 2 ans, dans 3 ans. Maintenant, c'est un peu, on est parti c'est un peu une sorte de sketch, sketch à répétition qu'on va avoir. Je sais pas s'il est écrit par la biche ou Fédot, mais on est entré dans une période, comment dire, où c'est une tragédie française, mais en même temps, il y a beaucoup de comédie. C'est une tragicomédie. Effectivement. Est-ce que les Français pourraient avoir du ressentiment, effectivement, si leur vote n'aboutit pas comme ils le souhaitaient? Est-ce que la colère pourrait rebondir? C'est la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit plafond de verre quand même, il a un peu éclaté pour le Rassemblement national. Vous savez qu'en 1962, l'UNR du général de Gaulle avait fait 32%, ils avaient 49% des sièges. Bon, là, c'est très clair qu'il y a un petit front du refus qui est beaucoup moins fort qu'avant. Le Front républicain n'existe plus. Les Français ne croient pas que Marine Le Pen soit Jean-Marie Le Pen. Ils ont fait la différence depuis longtemps. Donc ça marche moins bien. Mais il y a quelque chose qui tient toujours. Et puis, moi, je pense que les mois qui viennent vont quand même montrer, comment dire, une certaine, même s'il essaye de survivre, une certaine faiblesse d'Emmanuel Macron, parce qu'il va avoir un problème avec ses propres troupes. Comme Chirac en avait eu un par la dissolution ratée de 1997, avec le groupe UMP, là, il va avoir des problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui en veulent, évidemment. Est-ce que c'est la fin du macronisme? Oui, c'était fini. Mais c'était fini dès les élections européennes, c'est terminé. Alors là, il essaie de survivre. Mais évidemment, enfin, il y a que les médias encore qui croient qu'il a la main, etc. Non, c'est très compliqué pour lui. Il sait pas trop comment faire. Et de toute façon, si il essaye une petite magouille, il est contraint. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas dire président de la 4e République, président magouilleur, c'est pas vrai. Parce que au fond, il n'y a pas de majorité absolue. S'il n'y a pas de majorité absolue, ce qui est probable, enfin moi je crois à ça, mais malgré, enfin sauf surprise, s'il n'y a pas de majorité absolue, il est obligé de faire une tambouille. D'accord. Et voilà, là on est dans la 4e ou la 3e République, je ne sais pas, mais c'est un petit côté très rétro. En attendant, les Français se réveillent ce matin, 1er juillet, avec une hausse du gaz. Ça, c'est la réalité qui revient au grand galop. Hausse du gaz, la vie chère, le pouvoir d'achat. Leur quotidien n'a pas changé ce matin. C'est une dissolution pour rien, mais c'est pas la première dissolution pour rien. On a eu celle de 1997, il y a eu celle aussi de Mitterrand, qu'on oublie toujours, mais qui était ratée également en 1988. Ça marche pas toujours. Donc la prochaine, je suis pas sûr qu'elle réussisse à Macron dans un an, parce qu'il faut attendre un an. Ça va être dur pour lui, parce que sans majorité, s'il n'y a pas de majorité dimanche, je sais pas trop comment ça va aller, quoi. Surtout dans une période où il y aura peut-être des gros problèmes financiers. Des gros problèmes financiers. Voilà, pour l'analyse de Franz-Olivier Gisbert sur CNews et sur Europe 1, votre livre « Histoire intime de la Ve République ». C'est une trilogie. Merci d'être venu ce matin sur notre... Merci Laurence Ferré.